Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet pour lequel vous avez voté il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'histoire des femmes punk, à mon plus grand plaisir. Et nous allons interroger ce mouvement aujourd'hui. Nous allons le prendre comme étant la continuité du mouvement hippie dans la résistance au capitalisme et dans la recherche d'autonomie collective, entre autres choses. Le punk, ça dure de quand à quand? Là-dessus non plus, les historiennes et les historiens ne s'entendent pas du tout. À mon sens, ça prouve que ce mouvement-là, il n'est pas homogène. Il englobe plusieurs sous-cultures et surtout, il est sûrement observable un peu partout en Occident, sous différentes formes et probablement au-delà des limites temporelles qu'on tente de lui définir. Généralement, quand on pense au punk, on pense au milieu des années 1970 en Angleterre et on pense aux hommes seulement. On est dans les années post-hippie, on s'enfonce de plus en plus dans le néolibéralisme dans les sociétés occidentales et il y a vraiment une culture du consumérisme qui commence à prendre de l'ampleur un peu partout en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays industrialisés surtout. Et il y a toute une génération, la jeunesse, qui va se révolter contre les valeurs de ses parents et s'opposer à la société de consommation. Les punks des années 1970 disaient souvent la phrase « No future », et à mon sens, ça s'adressait aux générations précédentes, puis ça voulait un peu dire « vous nous avez rien laissé, le monde que vous avez construit, c'est un monde dont on ne veut pas, c'est un monde brisé avec des valeurs qui ne sont plus les nôtres. » Et en disant ça, je me demande vraiment quel serait le niveau de découragement des punks s'ils se retrouvaient à la place des millénials dans un monde où la propriété est quasiment inaccessible, où il reste à peu près 30 ans à l'humanité à vivre à cause de l'inaction des gouvernements face au changement climatique. Au cégep, j'ai fait un travail sur le mouvement punk. Je n'ai parlé que des Sex Pistols, de Sid Vicious et de Johnny Rotten, et je ne me suis pas du tout interrogée sur les femmes punk, ni sur la possible continuité du mouvement au-delà des années 70. J'écoutais The Runaway, je portais des Doc Martens, je me rasais les cheveux, j'étais révoltée contre le capitalisme et le patriarcat, mais jamais j'aurais imaginé que la pensée punk pouvait aussi questionner les rôles de genre. Pour moi, le punk, c'était un mouvement masculin et c'était les hommes qui jouaient de la musique. Bien sûr, la musique punk, comme la musique rock, n'a jamais été un milieu tellement accueillant pour les femmes, puis on verra tantôt pourquoi, mais plusieurs femmes ont quand même été interpellées par cet univers-là et ont contribué grandement à lui donner forme. Être punk, pour une femme, après tout, c'est une double transgression parce qu'elle est à la fois opposée au capitalisme et au néolibéralisme, mais elle refuse aussi de correspondre aux standards de la féminité. Punk, ça veut dire voyou. Et depuis toujours, le crime et la délinquance sont beaucoup moins bien tolérés venant des femmes et sont davantage punis. Une femme qui crie, et encore pire, une femme ou même des femmes qui causent une émeute, c'est une image qui dérange énormément. Plus encore, le mouvement punk prône l'autonomie et l'individualisme, mais pour plein de raisons, on sait que c'est encore plus difficile, plus compliqué pour les femmes dans nos sociétés d'atteindre l'autonomie, d'abord parce qu'elles ont plus difficilement accès à la propriété, mais aussi parce qu'on les socialise généralement à compter sur leur réseau familial, sur un conjoint, etc. L'autrice Mavis Baton évoque aussi le fait que généralement les jeunes femmes sont davantage sollicitées par leurs parents pour effectuer les tâches ménagères à leur domicile, qu'elles disposent de moins d'argent de poche, qu'elles manquent d'espace privé et ont beaucoup moins accès à l'espace public que leurs congénères masculins. Enfin, elles sont moins susceptibles qu'eux de disposer d'un moyen de transport, ce qui est aussi à considérer. Mais sans tomber dans de longues explications sur les raisons pour lesquelles le capitalisme et le patriarcat sont crissement rushants pour les femmes, on va plutôt se concentrer sur les réflexions féministes que permet le mouvement punk et surtout de celles qui ont nourri ces réflexions involontairement ou non. Puis là, je sais qu'on est encore une fois en train de parler de femmes blanches dans un contexte occidental, mais on peut en profiter quand même pour souligner les contradictions du mouvement punk, comme son manque de diversité sociale et raciale, une réflexion qui est d'ailleurs émise par Manon Labrie dans son essai Riot Girls. Selon elle, dans les années 70, la non-nécessité d'expertise technique et la valorisation de l'amateurisme, notamment, avait été une panacée pour elles, les femmes, que l'on avait rarement encouragées à prendre des leçons de batterie, de basse ou de guitare électrique dès leur plus jeune âge, contrairement à leurs congénères masculins. Si même les plus nuls pouvaient le faire, et puisqu'elles avaient bien intégré à force de siècles qu'elles étaient bien nulles, elles pouvaient donc le faire.
Le mouvement punk prône beaucoup l'amateurisme, le do-it-yourself, il s'oppose à l'expertise et il souhaite démocratiser l'utilisation de la musique, surtout pour passer des messages politiques. Mais est-ce que ces messages politiques peuvent aussi être féministes? Pour répondre à cette question-là, c'est vraiment plus la deuxième génération de punk qui va mêler le féminisme et la pensée punk. Puis quand je parle de deuxième génération, je pense plus aux bands des années 1990 et 1995, comme Bikini Kill, Bratmobile et Heavens to Betsy. Selon Johanna Renard, la tendance punk féministe, loin de représenter qu'un chapitre mineur de l'histoire du rock, constitue un phénomène culturel, social et politique très important. Les membres du groupe Bikini Kill, par exemple, vont carrément arrêter un spectacle ou un concert, quand elles voient dans l'assistance une femme qui est en train de se faire agresser par un homme, elles vont le pointer du doigt pour que tout le monde le voie et elles vont demander à l'agresseur de s'en aller tout de suite. C'est crissement hot. Les paroles de leurs chansons sont aussi résolument féministes et les membres du groupe dénoncent la violence machiste. Toutefois, il y a quand même des femmes qui, au milieu des années 1970, pendant la première vague du mouvement punk, si on peut le dire ainsi, imposent leur présence sur scène, comme les membres du groupe de Runaway, qui n'est pas un band féministe à proprement parler, mais qui donne quand même des modèles intéressants aux femmes, dans le sens où, aux yeux de tous, à l'époque, les femmes, ce sont celles qui tripent sur la musique, ce sont les groupies qui regardent faire les hommes, qui, eux, ont une réelle expertise, qui font quelque chose. Donc, peut-être sans vraiment le vouloir ou en avoir conscience, les membres de ces groupes-là, puis je pense aussi à Siouxsie and the Banshees, au groupe de Slits, qui n'avaient pas nécessairement des opinions féministes, mais qui ont été vraiment des pionnières sur la scène punk. Et c'était vraiment du jamais vu de voir des girls bands avec des filles aussi agressives, aussi explosives et aussi sexuellement explicites, aussi dans leurs propos. Par exemple, Vi Subversa, la chanteuse guitariste du groupe Poison Girls, un groupe britannique des années 1970, a même dit « Si le punk n'avait pas existé, nous, les femmes, n'aurions même pas été tolérées sur la scène. » Donc, le mouvement punk en soi permet un renversement des fondements de la société et il permet aussi, du même coup, le renversement des rôles de genre. Ça ne veut pas dire que le punk est par essence égalitaire et ça ne veut surtout pas dire que le punk inclut la diversité culturelle aussi. En ce qui concerne le phénomène dont je vous parle, on l'a surtout vu se déployer dans les sociétés occidentales, chez la classe moyenne, et ce n'est pas anodin. Et dans mes recherches, j'ai pas trouvé d'études qui parlaient des personnes racisées dans le mouvement punk. Par contre, depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement qui prend de l'ampleur et qui s'appelle l'afro-punk et qui met en relation, par exemple, les chants d'esclaves tristes et la colère qu'on retrouve dans les paroles de musique punk. Comme le punk, c'est un mouvement de dénonciation, de remise en question et surtout de réappropriation de la culture noire. L'afro-punk emprunte à la fois les codes propres à ce qu'on connaît du punk, mais l'intègre aussi aux cultures africaines. Donc, c'était tout pour cet épisode du Petit cours d'histoire féministe. J'espère que vous avez appris un ou deux trucs. On se revoit dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera probablement complètement différent. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.